Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien o no? Qué rico tenerlos acá. Vamos a partir a la hora 6 en punto. Vamos a tener una hora juntos. Vamos a conversar en francés. Va a ser el idioma oficial, por eso este traductor. Cualquier problema que tengan con los aparatitos, que es muy probable, están las chicas de polerón azul, ¿ok? Van a estar atentas mirando si hay algún problema. Yo hablo inglés un poco y él entiende un poco español. Entonces, plan B va a ser eso, ¿no? ¿Ok? Mucho. 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 Entonces, hagámoslo en español. No, broma. Ok, ya lo habían presentado, ya lo habían dicho. Bueno, primero saludarlos, darles las buenas tardes. Ha sido un día súper lindo hoy. Tenemos un buen día para esta actividad en distintas locaciones, en esta tercera versión de Puerto de Ideas, es Teatro Regional ayer, hoy día estamos en el auditorio del colegio, está la aula magna también. Hay hartas actividades este sábado, mañana domingo, así que qué rico que pudieron estar con nosotros y acompañarnos. Bueno, músico y escritor franco-congolés Wilfred Nsonde, el año 2021, estuvo embarcado 3 meses en Tara, una goleta científica que navegó por las costas chilenas para estudiar los inexplorados microbiomas marinos. Después de esta experiencia, Wilfred escribió 2 novelas, Iolosfera, hija del abismo, y Un océano, 2 mares y 3 continentes. La fundación francesa Tara Oceans, en colaboración con 36 instituciones internacionales, 9 chilenas, hicieron esta inédita misión científica a través de los océanos Austral, Atlántico y Pacífico, en una campaña que tenía el objetivo y estuvo destinada a responder importantes preguntas relacionadas a la diversidad, a cambio climático y a la productividad también de nuestros mares. Entonces, querido Wilfred, yo quiero saber en qué momento, cómo, por qué se da tu incorporación en esta misión científica. Si habías tenido alguna relación previa con el mundo marino, ¿cómo se da, no? ¿Cómo es la invitación que te hacen? Merci beaucoup, Maria José. Avant de répondre à la question, il faut quand même que je vous dise que c'est un moment très spécial pour moi d'avoir l'opportunité de vous parler de ce livre ici à Concepción, parce que toute cette aventure a vraiment commencé, alors pas dans cette ville, mais au port. Voilà. J'ai effectivement passé, alors c'était pas 3 mois, c'était 5 semaines, ce qui est déjà assez long. 5 semaines au large du Pacifique avec l'impossibilité de rentrer dans le pays parce que c'était à l'époque de la pandémie. Donc j'ai vu Concepción, j'ai vu toute la côte du Chili, mais à partir de l'océan. Et je n'ai pas écrit 2 livres à la suite de ça, mais un seul livre, celui que vous voyez là. Mais pour répondre à ta question, l'autre livre aussi est important. Si j'ai voulu si j'ai voulu participer à cette mission, c'est parce qu'en écrivant le livre Un océan, deux mers, trois continents dont il vient de parler, pour écrire ce livre, il a fallu que je m'intéresse à tous les systèmes d'esclavage qui avaient existé dans l'humanité. Et quand je me suis plongé dans ces histoires-là, à un moment donné, je me suis dit que il me semblait que la relation que nous, les êtres humains, nous entretenons avec les autres êtres vivants ressemblait souvent à un système de domination de maître à esclave. Et donc, au regard de toutes les questions écologiques, de toutes les questions climatiques, et j'aime beaucoup le thème du festival puisqu'il s'agit de penser à un futur en commun, il m'a semblé important de me rapprocher des scientifiques pour en savoir davantage sur le vivant que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas, donc celui qui vit sous la mer. Voilà. Pour essayer de réfléchir à quel type de relation devrions-nous dans le futur entretenir avec les autres êtres vivants. Voilà. Mais je n'ai aucun lien avec l'océan. Voilà. Mais c'est important de faire cette expérience en y allant avec beaucoup d'ignorance. Parce que je pense aussi que l'un des problèmes peut-être de notre époque
et de toute la crise dont nous souffrons, c'est que nous partons du principe que nous savons. Ouais. Et nous partons même du principe que nous savons tellement tout qu'on ne peut pas trouver de nouvelles solutions. Moi, c'est la chance, mais comme beaucoup, d'être très ignorant, en tout cas pour ce qui concerne l'océan. Donc, je me suis dit, j'embarque sur un bateau, je serai avec des scientifiques qui connaissent les populations sous-marines, j'embarque avec des marins qui connaissent bien la mer, et ils vont m'apprendre des choses dans l'espoir que ça m'inspire. Voilà. La première démarche. Donc, c'est pas... Et c'est moi qui ai demandé à la Fondation Tara si ils avaient de la place pour moi. C'était très simple. Perfecto. Voilà. Ok, te autoinvitaste entonces. Hein? Te autoinvitaste, ¿o no? Oui, 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 oui. Sí, sí. Mm. Perfecto. Esto no va a ser una conversación entre dos nomás. La idea es que ustedes también puedan hacer preguntas, levantar manos. Si tienen alguna pregunta ya planificada para hacerla a Wilfred, bienvenida va a ser. A ver, en este escenario en que llegas tú de ignorancia, ¿no? en esta travesía, si pudieras quedarte con 2 o 3 cosas de las que te sorprendiste en esta travesía. Ok. Ok. Alors, dans cette expérience, au final, ce qu'il avait de plus intense, c'était ce qu'il avait de moins spectaculaire. Il faut comprendre qu'un écrivain en mission océanographique ne sert à rien. Je ne suis pas marin, je ne connais rien à l'océan, je ne suis pas scientifique, donc je ne servais à rien. Et cette inutilité-là me permettait d'avoir un autre rapport à tout. Comme je ne servais à rien, on me demandait de rester éveillé la nuit pour que ceux qui servaient à quelque chose dorment. Il y a plus glorieux dans une vie, mais enfin, voilà. Et donc, j'ai eu ce loisir de passer des heures entières la nuit, seul avec un marin. Mais donc, le marin était en cabine, moi j'étais sur le pont. Et c'est assez exceptionnel, cette situation d'inutilité qui permet de créer un lien nouveau avec donc, le ciel, les étoiles, qui nous donne une profondeur de temps de millions d'années. Au large du Chili, on avait 3000 mètres de fond. Et donc, j'étais là, je réfléchissais, je recherchais de l'inspiration et je tissais un lien très, 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 très simple avec le reste du vivant. Parce que j'avais pris conscience que la mer est pleine de milliards d'organismes vivants. Bien sûr, on a les baleines, les requins, les dauphins, mais il y a toute une vie qu'on ne peut pas voir, si ce n'est qu'on la regarde au microscope. Mais voilà, ça m'a beaucoup frappé, comment dire, l'espèce de processus sensible qui s'est créé en moi. Voilà. J'avais l'impression de regarder et de voir différemment et d'entendre aussi d'une autre manière. Voilà. Au bout de 8 jours, je crois que c'était la 8e nuit, j'ai pu reconnaître un couple de requins qui chassaient dans l'eau. Mais la fascination qui amena à ce livre, c'était de découvrir le plancton. L'ignorance, la mienne, quand je monte sur le bateau, le plancton, c'est quoi? C'est des trucs que les baleines mangent, point. Voilà, point. Et dès la 2e nuit, je suis sur le pont, le marin me dit, viens, à l'arrière du bateau, sur 100 mètres, l'océan brille. Et le marin me dit, le plancton est là. Donc, tu vois, je passe en quelques secondes à des trucs qu'on ne voit pas et que les baleines mangent, à des organismes qui produisent de la lumière avec leur propre corps. Ils produisent de la lumière, pas pour les baleines. Ils en produisent, point.
Et je me dis, mais tiens, c'est fascinant. Des milliards d'organismes planctoniques capables de produire de la lumière, ce dont nous ne sommes pas capables. Je te vois là, tu brilles, mais enfin pas comme le plancton. Tu vois. Donc, et le cheminement de la remise en question du regard que j'avais sur le plancton commence à changer. Ils ont des facultés que je n'ai pas. Et ensuite, voilà, alors, pour faire un peu court, parce qu'on n'a quand même pas toute l'après-midi, les scientifiques m'apprennent que le plancton fournit de 50 à 70% de l'oxygène que nous respirons. Ça veut dire que plus d'une respiration sur deux, nous la devons au plancton. Donc, comment dire, nous sommes redevables, nous sommes dépendants d'eux. Et là encore, l'espèce de récit du monde et de l'humain qui nous explique que nous sommes supérieurs à tout, flanche. Nous ne sommes pas si supérieurs que ça, parce que c'est eux qui nous aident à vivre. Et le clou de tout ça, mesdames et messieurs, c'est les scientifiques m'apprennent que donc il y a du zooplancton, ce sont des animaux, il y a du phytoplancton, ce sont des végétaux, et l'on observe parfois qu'un micro-animal s'unit avec un micro-végétal, mais de manière physique. Et là, c'est la fascination. Alors, c'est même drôle parce que le scientifique qui me montre ça au microscope me dit, bon, voilà, tu vois, c'est un processus biochimique qui fait que ces deux organismes se fondent l'un dans l'autre. Moi, alors, il est peut-être possible que j'ai un esprit un peu spécial, mais je dis, mais enfin, j'ai l'impression, il n'y a pas d'enfants ici, ça va, je dis, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire l'amour. Pour moi, c'est une évidence. Mais voilà, donc j'ai affaire à des organismes qui produisent de la lumière, qui traversent les frontières de règne. Je ne suis pas capable de m'unir à un arbre, toi à une fleur. Le plancton le peut. Mira, qué Voilà. mágico. Hein? Qué mágico. Marico, oui. Oui, voilà. Mais je me dis, voilà, ils existent depuis 500 millions d'années et sont capables de réaliser ce qui est pour nous magique, miraculeux. En tout cas, je me dis, je n'ai pas le droit dans mon texte de le traiter comme des objets. Ils doivent être des sujets, ils doivent être les personnages principaux de mon roman. Et c'est pour ça que, mesdames et messieurs, ce livre est le premier livre de l'histoire de la littérature où les personnages principaux sont deux planctons et un bout de plastique quand même. Il y a quand même un bout de plastique. Voilà. Et ça, c'est vraiment, dès les premiers jours, ce processus, si tu veux, de décentrement, de décentrement de l'Homo sapiens de base se produit. Ok. Sé que tienes algunas fotografías, tienes una pequeña presentación. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Quieren agregar algo, acotar algo? Levantan la mano, no hay problema. Queremos conocer un poquito más de quiénes te acompañaron en la expedición. Je vais je vais commencer par le début. Voilà. C'était important pour moi de vous montrer cette photo pour rendre hommage à toute l'équipe. Donc vous avez là des marins, des scientifiques, français, espagnols, chiliens. Parce qu'aussi, enfin, pour moi, ce qui s'est passé sur ce bateau, parce qu'on ne se connaissait pas, c'est un processus qui, pour moi, ressemble un peu à ce qui se passe dans le monde sous-marin, où il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Voilà, donc c'était une équipe où on se parlait en anglais, en espagnol, en français, et ainsi de suite, et il fallait qu'on travaille ensemble, qu'on ne pense pas seulement à un futur en commun, mais à un présent aussi en commun. Voilà. Tac, tac. Là, voilà, aussi, c'était, je pense qu'à l'heure où nous sommes, à l'heure de cette crise écologique, de cette crise climatique,
c'est important aussi de rendre hommage au travail des scientifiques. Voilà, les scientifiques ne sont pas que dans les universités, les scientifiques ne sont pas que dans leurs textes, c'est aussi des gens qui chaque jour travaillent dans des conditions qui ne sont pas toujours simples. Donc, et ils sont très présents aussi dans le livre. Voilà. Hop. Là, voilà, la vie à bord. Hein, la vie à bord, puisque voilà, le principe de la goélette Tara, c'est de prendre des échantillons d'océan à la surface, à 50 mètres, je crois jusqu'à 300 mètres. Alors, c'est beaucoup plus précis dans le livre. Voilà, et après, donc, on commence à faire sur le bateau des observations. Mais le principe, c'est que les échantillons sont envoyés dans des laboratoires du monde entier pour que nous ayons une photographie de l'état de nos océans. Il faut préciser que c'était la première fois que ce travail a été effectué au large du Chili. Voilà, tac, tac. Voilà. Et ça, c'est voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'était mon quotidien à moi, c'était mon privilège, voilà, d'être là, d'observer la côte, de me plonger dans toute mon imagination et de la laisser et de la laisser déployer ses ailes. Ben, je souhaite à chacune, à chacun d'entre vous de vivre un jour ça, de vivre un jour 5 semaines où j'étais pas en vacances, mais je n'avais pas l'injonction de devoir produire quelque chose d'utile ou de mercantile. Voilà. Il me suffisait d'exister. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais, ça va, ok. Voilà, et ça, alors ça m'a mené à ça. Il m'a fallu 6 jours, 6 jours pour photographier le moment où les premiers rayons de soleil arrivent. Voilà. Là, c'est vraiment 2 secondes avant, c'est noir. Voilà. Et je voulais vous montrer ça parce que mon utilité, cette oisiveté, m'a permis de considérer le monde qui est autour de moi comme un émerveillement. Voilà. Parce que dans nos vies, dans nos sociétés industrielles, sans qu'on s'en rende compte, souvent, on est très euh, dans une attitude d'utilité. À quoi ça sert? Voilà, on voit, je sais pas, on voit un arbre, on imagine déjà un bureau. Voilà, on est toujours dans cette... Enfin, oui, c'est un peu exagéré. Bon, voilà. Et donc, là, moi, je me suis dit, tiens, mais le monde qui existe autour de nous, il existe en soi. Peut-être il faut aussi prendre le temps simplement de l'accepter tel qu'il est et pas toujours de réfléchir à son utilité pour nous. Mais c'est une démarche qui me semble importante, mais qui est difficile parce que, et sans vouloir choquer qui que ce soit, dans nos livres saints de la Bible, du Coran, nous avons une injonction. Voilà, Dieu nous donne tout ça, nous avons l'injonction d'intervenir. Voilà, il n'y a pas un appel à simplement l'émerveillement, au respect de ce que le vivant est, simplement parce qu'il vit, simplement parce qu'il existe. J'ai eu ce luxe-là. Voilà. Muy bien. Et ça aboutit donc à ça. Vous avez vu le lien là. Enfin voilà. Hablemos un poco del libro, ¿ok? Me imagino que te costó en un comienzo resumir, reducir. ¿Qué fue lo más difícil de escribir el libro? Definir, dejar cosas afuera. Tal vez quisiste agregar más intención, más emoción. ¿Cómo fue el proceso de escritura? Ok. Le processus d'écriture a commencé sur le bateau parce que très tôt, je me suis rendu compte que j'étais comme envahi par des tas d'informations qui étaient difficiles pour moi de comprendre parce que je ne suis pas scientifique. Donc, j'ai commencé à prendre des notes.
mais j'ai profité de la liberté que j'avais pour commencer le processus de transformation des informations scientifiques en pâte littéraire. Et je me suis dit aussi, tiens, j'en ai profité pour commencer à lire les extraits que j'écrivais, pour vérifier auprès des scientifiques si ça fonctionnait bien, enfin, si je respectais le savoir scientifique, et auprès des marins pour voir s'ils comprenaient. Et voilà. Et alors, mon idée de base, tellement j'étais fasciné par le plancton, c'était de n'écrire qu'une histoire avec du plancton, là, tout ça, dans l'océan. Mais très vite, j'ai compris que c'était indigeste. Voilà. Et donc, j'ai introduit le personnage d'un humain, Ollanta, qui est une jeune scientifique franco-chilienne avec aussi des origines mapuche pour élargir le spectre. Mais c'est un personnage qui, au final, est un mélange de moi et de deux scientifiques qui étaient présents. Voilà, pour qu'il y ait des respirations. Et l'une des scientifiques était spécialiste de la recherche du plastique dans l'océan. Elle m'a appris beaucoup de choses sur les dangers, alors pas du plastique en soi, mais du plastique qu'on ne recycle pas. Et ce qui m'a inspiré d'introduire un troisième personnage dans ce livre, qui est donc un bout de plastique qui va voyager pendant 10 ans des montagnes des Alpes en France jusqu'à la côte chilienne, en passant par le Rhône, la Méditerranée, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud et les canaux de Patagonie. Et donc, je me suis dit, parce que le plancton est fascinant, mais le plancton a une vie assez routinière. Et puis, ce sont des organismes qui ne vivent pas très longtemps. Donc, pour que la lecture, pour que ce soit un vrai roman, il fallait vraiment que je produise de la tension. Il fallait que je fasse un énorme travail sur la forme littéraire. Et donc, j'ai fait le choix d'un récit à 3 têtes qui se croisent, se décroisent, se retrouvent, s'éloignent. Voilà, pour qu'on ait cette impression pour qu'on ne s'ennuie pas. Bon, parce que déjà, quand on dit aux gens qui vont lire une histoire d'amour de plancton, les réactions peuvent être, comment dire, surprenantes. Donc, il fallait vraiment un énorme travail littéraire. Voilà. Voilà. Et l'autre, il y avait un danger important, c'était de ne pas faire du plancton des êtres humains. Voilà. Respetar su esencia. Voilà. Mais bon, voilà, comme on les a toujours considérés comme des objets qui n'avaient aucune intention, il fallait que moi, je leur invente des dynamiques qui rappelaient l'intention et qui rappelaient le savoir scientifique. Le travail a été difficile, mais, mesdames et messieurs, je puis vous dire que je pense avoir réussi, parce que ce livre, je l'ai emmené déjà en Italie, au Sénégal, en Australie, en Algérie, en France, bien sûr. Donc voilà, les échos sont positifs. Je peux vraiment me permettre de vous dire que ça vaut la peine de le lire. Non, vraiment, voilà, c'est pas... Voilà. Quiero leer una pequeña crítica o reseña para mí muy decidora. Es con uno de los mayores desafíos biológicos marinos del último tiempo como escenario. Esta novela nos ofrece un viaje a través del océano chileno para descubrir 3 historias que dan cuenta de los retos que enfrentamos en esta era. Una travesía que además permite conocer el quehacer científico y reflexionar sobre la importancia de su divulgación para la democratización del conocimiento. Esto lo señala Macarena Rojas, que es bióloga y máster en periodismo, docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. ¿Algún comentario, pregunta? Ok, tenemos 2 por este lado. Vamos a hacer llegar micrófono. Tú primero. ¿Tu nombre? Por favor. Hola, soy Eric Valdivia, estudiante de Bioingeniería Carlos Dec. Me paro. No, aquí no. ¿Cómo te sientas cómodo? Sí, le quería hacer una consulta respecto a qué acciones
concretas nosotros como personas, científicos, podemos hacer para poder alejarnos de este utilitarismo, materialismo propio de la sociedad actual? ¿Cómo recomienda poder conectarse con la naturaleza más allá de el propio dinero, el capital o lo que mueve actualmente a la humanidad? Des recommandations. J'ai beaucoup aimé la soirée d'inauguration d'hier parce qu'il y avait des artistes, des scientifiques, des politiques, des organisateurs. Voilà. Dans mon travail, je suis extrêmement prudent. Je ne pense pas être la bonne personne pour faire des recommandations. Ça m'a demandé un effort mental, intellectuel important pour écrire ce livre, et je me contente d'écrire des livres. Vraiment, et je pense que c'est important, et j'aime vraiment beaucoup l'idée de penser un avenir commun. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous là, et chacun selon ce qu'il sait faire. Vous voyez ? Voilà. Parce que si moi j'écris le livre, je fais les recommandations, ça commence mal. Voilà. Par contre, ce que je peux me permettre de vous recommander, c'est de lire le livre, parce que j'espère qu'en faisant l'expérience de rentrer dans le livre, où je vous emmène sous l'océan, où je vous propose une autre manière de voir ces êtres vivants-là, peut-être que dans votre vie de tous les jours, quelque chose va changer. Voilà. Ce que je peux vous recommander, c'est ça. Ok, muchas gracias. Hay una segunda comentario, pregunta. Hola, me llamo Rocío, soy estudiante de Pedagogía en Biología en la Universidad Católica y me parece muy interesante que algo como el plancton, como usted menciona, el fitoplancton y el zooplancton, lo haya hecho ver esta belleza dentro del mar y lo importante que es, porque al menos no sé si usted conectó de la misma manera, pero yo siento que el océano es muy importante. No lo vemos de la manera como deberíamos verlo. Es uno de los mayores productores de CO2, o sea, de oxígeno, porque son bosques de algas enormes, son mucho más grandes que los bosques que se encuentran aquí en la superficie. Y es muy interesante que usted como que proponga o intente mostrar lo importante de esto. Además que dentro del océano se pueden encontrar organismos impresionantes, organismos coloniales, organismos que viven en simbiosis, organismos que aquí en la superficie no se ven, no son tan abundantes como es en el océano. Eso. Gracias. Okay. Oui, et puis j'arrive. L'océan, c'est aussi, enfin, l'océan, les mers, les rivières, les fleuves, c'est 67% de la surface de cette planète. Nous, les êtres humains, nous n'existons que sur donc 23%. Le plancton existe sur 67% sans frontières. Créer des unions là où la différence est la plus grande. Ce n'est pas seulement, à mon sens, un producteur de CO2, c'est comme un livre ouvert duquel on doit apprendre, duquel on doit absolument apprendre. J'y vois très sincèrement une dimension pédagogique, voire philosophique, métaphysique. Nous, les êtres humains, on nous a expliqué qu'il fallait se ressembler pour être bien ensemble. On se méfie de la différence au sein de notre propre espèce. Le plancton t'apprend le contraire. Le plancton, la symbiose planctonique t'apprend que plus on est différent, plus l'union va être riche. À méditer pour chacun. Madame? Vamos a esperar que llegue tu micrófono, el micrófono para que podamos escucharte todos. Bueno, es muy posible, o imagino que la difusión que se puede hacer de este mundo que no vemos a través de la literatura puede tener una entrada
como muy profunda en la sociedad. ¿Has tenido alguna respuesta de los escritores, de los pares escritores en relación a lo que tú estás haciendo? Merci pour cette question, parce qu'on ne me l'avait jamais encore posée. Alors, c'est en France que le livre a eu le plus d'échos, des articles, tout ça. Et ce livre est considéré comme un ovni, comme un objet littéraire non identifié. Oui, c'est et d'ailleurs, alors la goélette Tara, là, le bateau, il existe depuis, enfin, il fait ce genre de mission depuis une vingtaine d'années, et je suis le seul écrivain à avoir fait ça. Voilà. Mais c'est pas, ça ne me surprend pas, parce que, voilà, encore une fois, penser à un futur commun, ça veut dire d'abord ou surtout que chacun sorte de sa zone de confort pour aller voir les autres. Que les politiciens voient les scientifiques, que les artistes voient les scientifiques. Voilà. Et ça, c'est effectivement nouveau. J'aime ça. Mes camarades écrivains disent « Alors toi, tu fais toujours des trucs bizarres. » Voilà. Donc je passe pour l'écrivain qui fait des trucs bizarres. Mais voilà, alors, en France, il est sorti dans une collection qui se spécialise dans cette idée de faire rencontrer les scientifiques avec les artistes. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus souvent, mais qui n'est pas encore la norme. Voilà. Parce que là encore, on vit dans des sociétés où les disciplines sont très séparées. Voilà. On sépare les disciplines, on sépare les êtres humains avec les frontières. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire que le plancton ne connaît pas de frontières. La pollution du plastique non plus. Alors, c'est même assez drôle, mais on ne rigole pas longtemps, parce qu'on peut dans chaque pays faire les politiques qu'on veut. Il se trouve que si je jette un bout de plastique dans les Alpes, en France, des années ensuite, il peut se retrouver au Chili. Mais ça, on n'a pas l'air de le comprendre, on n'a pas l'air de comprendre ou de vouloir accepter que, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous connectés. Voilà. Et les disciplines aussi sont toutes connectées. Esto ha generado en ti, ¿ok? Sí. Ha generado en ti una nueva vocación de divulgador científico. Surtout pas. No, Buscar nuevas oportunidades, opciones en la música, en la literatura, unirte a otros, un poco en la lógica de tu pregunta. Porque me imagino que lo que viviste arriba de esa embarcación tiene que haberte marcado mucho, como para quedarte en un libro, 2 libros. ¿Qué sigue? ¿Cómo sigues tú apoyando esto, la divulgación científica unida con, por ejemplo, el arte, la música? Alors, ben là, dans quelques minutes, nous allons faire de la musique avec et je vais lire un texte, bon, en français, mes enfants, un texte qui est une rencontre entre la science et la littérature. Donc, vous allez avoir une rencontre musique, science et littérature. Après, enfin, cette expérience-là me donne envie de continuer à travailler avec des scientifiques. En janvier, je vais aller au Pérou, je vais passer 3 semaines en Amazonie avec des scientifiques qui travaillent sur les singes, enfin, qui soignent les singes et qui les réintroduisent dans la jungle. Et ces scientifiques-là travaillent avec des chamans. Donc là, je vais essayer d'écrire un livre où ce sera une rencontre entre le chamanisme, la science et la littérature. Le fait de travailler avec les scientifiques m'a vraiment ouvert je dirais une autoroute d'inspiration, parce que les physiciens m'ont dit, alors, et là c'est un scoop, attention, les physiciens m'ont dit qu'Einstein et Newton, donc la base de notre physique, la base de nos connaissances de la matière, n'expliquent
4,2% de ce qui existe dans l'univers. Boum. Alors là, vous vous dites, mais non, mais si. Voilà. Et alors, ces 4,2% nous permettent de construire des téléphones portables, des bombes atomiques, des sondes qu'on envoie jusqu'à Mars. Néanmoins, ce n'est que 4,2%. Et qu'est-ce qu'on fait avec le reste pour ne pas rester ignorant? La religion, la superstition, la magie, l'inspiration, l'imagination, l'art, la littérature. Et oui, il faut qu'on rêve ce monde. Il faut qu'on l'invente parce que rationnellement, nous sommes limités. Extraordinaire. Un peu inquiétant, mais extraordinaire en même temps. Il faut d'autres ressources. Voilà. Et la littérature, là, a sa place dans ces autres ressources. Et je trouve fantastique de se dire, mais notre monde est encore à découvrir à 95, je sais pas combien de pourcents. Le contact avec les scientifiques du XXIe siècle m'apprend ça. Et eux-mêmes te disent que plus ils avancent, moins ils ont de certitudes, plus ils ont de questions. Fantastique, c'est fantastique. Oui. Ahí tenemos un comentario, una pregunta, acá también. Ok, tu nombre. Muchas gracias, mi nombre es Pablo. Quisiera preguntarle por el desafío que representó para usted escribir un relato en el que hablan estos seres y respecto de la literatura que usted había escrito antes, que ese tipo de personificación no termine transformándolos en seres humanos, porque finalmente se les pone lenguaje y el lenguaje de alguna manera los iguala. Entonces, por una parte, son personajes completamente distintos y al mismo tiempo terminan hablando. ¿Cómo fue ese desafío para usted? C'était un cauchemar. C'était un cauchemar parce que c'était effectivement difficile. Les caractéristiques du plancton ne répondent pas aux caractéristiques des personnages en littérature. Voilà. En littérature, il faut que le personnage, pour faire court, le personnage principal doit être très particulier, il doit être dynamique et il doit avoir un objectif majeur. Le plancton, il y en a des milliards de milliards, donc pour la particularité, c'est pas gagné. Il vit dans le noir et il ne se déplace pas seul. Donc c'est tout à fait l'inverse. Donc il a fallu que je me plonge vraiment dans les informations scientifiques pour chercher où il pouvait y avoir de la particularité, où il pouvait avoir du dynamisme. Et en l'occurrence, il faut que tout l'écosystème se mette en mouvement pour que le plancton puisse bouger. Et au final, bon, parce que c'est mon 8e roman, donc j'avais quand même une expérience d'écriture. Mais il a fallu effectivement que je mette en place toutes les ressources, je dirais, de la théorie littéraire. Voilà. Pour faire de ces êtres des vrais personnages de romans. Étrangement, c'est beaucoup plus simple avec le plastique. Le plastique est un excellent personnage de méchant. Il a toutes les caractéristiques du méchant. Très efficace. Voilà. Ok. ¿Tenemos acá otro comentario? Sí. Buenas tardes. Me parece sumamente interesante el desafío de embarcarte con una tripulación tan diversa. Y mi pregunta está enfocada en el proceso creativo, más allá del resultado, ¿no? Como entendiendo que la divulgación científica o los artistas estuvimos mucho tiempo entendidos desde la ciencia como quizás un visibilizador
un divulgador de contenido científico, pero ese paradigma ya está completamente obsoleto. Ahora estamos hablando de co-creación en arte y ciencia, ¿no? Como desde el inicio los problemas son muy complejos, las preguntas son complejas y deben ser abordadas con miradas diversas, donde los artistas, tanto los artistas como los científicos aportamos, ¿no es cierto? Y se crea un pensamiento y un conocimiento nuevo, mucho más rico, enriquecido desde las disciplinas. Y en ese sentido me quedó resonando mucho lo que tú dijiste de enfrentarte a este no saber, ¿ya? Como encontrarte con tanta información que tú no conocías. Y en ese sentido también me parece súper interesante en el desafío de la interdisciplina, que todos nos dicen que debemos hacer, pero nadie nos dice cómo la debemos hacer. Me parece interesante como lo actitudinal en este encuentro de saberes, en el sentido de que muchas veces el saber que no sabemos nos puede disponer a la creación, ¿no? O como desde esa actitud humilde de que no sabemos y por lo tanto nos abre, nos predispone a aprender del otro. Pero también pienso que a veces, yo vengo del mundo de la academia, ¿no? Este no saber nos dispone muchas veces a una actitud de ponernos como a la defensiva desde todo lo que sabemos y no nos abre, no nos predispone a esa co-creación. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es el desafío o el mayor desafío justamente de integrar estos ambientes, estos ecosistemas diversos, disciplinares? ¿Cuál crees tú que es el principal desafío desde quizás lo actitudinal para co-crear interdisciplinariamente entre artistas y científicos? Gracias. Merci. Alors, j'aime beaucoup cette question-là parce qu'il faut se la poser. Elle n'est pas simple, mais il faut se la poser. On vit dans à mon sens, on vit dans des sociétés du geste où on réfléchit à ce qu'on doit faire. En écologie, par exemple, on va vous dire, la voiture de l'essence, ça ne va pas, il faut passer au diesel, tac, non, à l'électrique, tac. Il faut effectivement, je pense, une réflexion a priori. Quelque chose même, j'ose le mot, de métaphysique. Qu'on se pose la question, que voulons-nous au final? Qui sommes-nous? Qu'on fasse une espèce comme on fait avec les ordinateurs, de reset de nos cerveaux, ce qui n'est pas simple. Qu'on réintroduise, par exemple, les vertus de l'erreur. Quand j'étais à l'école, même jusqu'à l'université, quand on se trompait, on était un idiot. Et donc, on apprenait à jamais se tromper ou à faire semblant qu'on savait tout. Ça commence mal. Donc aussi ça, de manière métaphysique, de manière sociétale, qu'on nous rassure, on ne sait pas grand-chose, c'est pas grave. On va se tromper, c'est pas grave. On va apprendre. Voilà. Mais ça n'est pas simple, parce qu'on hérite tous de millénaires où on pensait autrement. Et encore une fois, ou même dans nos textes sacrés, on nous obligeait à penser autrement. Et je pense que c'est important avant tout de distiller ce genre d'idées. Nous avons à apprendre, beaucoup à apprendre. Nous avons le droit de nous tromper. Nous devons inventer de nouveaux chemins et nous devons les faire ensemble. Et dans cet ensemble, c'est entre nous, les humains, mais aussi avec tout ce qui existe que nous ne connaissons pas ou mal. Ok. Nos queda una última pregunta antes de ir avanzando. Tenemos una última pregunta aquí. Sí, hola. Aquí estoy. Ah, ok. Tengo espacio para una. Podemos hacer 2 comentarios cortitos y tenemos acá una chica que también estaba con una última pregunta, ¿ok? Ya. Mi nombre es Felipe y quería hablar sobre lo que mencionó al principio de la charla, en la que usted dijo
en la que enfatizó en que la relación entre los seres vivos y los humanos era una relación de esclavitud. Y considerando que usted se embarcó en esta aventura para buscar algún tipo, o sea, buscar la historia del libro, ¿qué tipo de experiencias tuvo usted para llegar a la conclusión de que los seres vivos son esclavos de los humanos? ¿En qué momento usted concluye eso? Gracias. Rápidamente vamos a ir con una Que quoi, segunda. attends, qui est esclave de qui? J'ai pas compris. ¿Lo puede repetir, por favor, que tenía silenciado? ¿En El qué- final, solamente el final de la pregunta. What is the moment exactly when you recognize la relación de esclavitud? ¿En qué momento te diste cuenta? Ah ouais, ok. ¿Sí? Ok. Ok. Un momento, un poquito, cortito. Vamos a C'est- sumar otra ouais, pregunta. ouais. Bah, c'est Aquí, la última acá, por c'est favor. assez simple. C'est assez simple. Pour les gens qui ont un jardin, j'ai un jardin, on achète un jardin, on achète la terre, on achète l'arbre, on achète la fleur, l'herbe, on fait ce qu'on veut. C'est à nous. Personne ne va demander à l'arbre s'il est d'accord avec ça, parce qu'on considère que de toute façon, ça ne pense pas. On fait ce qu'on veut, ça nous appartient. S'il y a un petit ruisseau dans ton jardin, il est à toi. Tu fais ce que tu veux. Tu marches dans la très belle rue là, de Concepción que j'aime beaucoup. La nature est là, mais elle est emprisonnée. Et on la coupe pour que ça fasse joli pour nous. Voilà, ce qu'on appelle le monde moderne, c'est un monde d'asservissement de la nature. On s'est même convaincu qu'on s'éloignait de la nature. Ça, on est très près, cette nature-là et moi. Seulement, c'est une nature transformée, retransformée, asservie. C'est comme le maître humain qui achète un être humain, il en fait ce qu'il veut. Ok, Voilà. muy bien. Ok, vamos con una última pregunta, ahora sí. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Cristina Arriagada, psicóloga de profesión, y me gustaría ir al momento antes de que te influyeras en la decisión de tomar esta excursión y saber qué señales tuviste para dejar esta idea del individualismo humano, ya de vivir en una sociedad utilitaria, para llegar a tomar la decisión de embarcarte en una experiencia en donde no sabías a lo que ibas, donde te dedicaste a ver la amplitud de lo que nos rodea y qué fue lo que te motivó a eso para que nosotros podamos estar atentos a las señales que también nos puedan llevar a ese cambio. Muchas gracias. Alors, je n'ai rien compris parce que c'était coupé. Est-ce que no había la traducción? ¿Qué necesitas saber? What do you need to know? Qu'on me traduise Un montón de- qu'on me traduise la question, parce que là, j'entends plus rien. Non, c'est moi, oh là là, ouf, pardon. Est-ce que tu peux me redire la question, parce qu'en fait, pardon. C'est des questions costauds, Me c'est bien, ok. escucha Alors, comment dire, peut-être que dans mon parcours de vie, j'ai eu la chance souvent de faire l'expérience de la nouveauté, de l'étrangeté. Voilà, je suis né au Congo, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Donc, dès l'âge de 4 ans, je suis arrivé dans un monde où je ne comprenais rien, même pas la langue. Et ensuite, je suis parti vivre en Allemagne où c'était un peu la même chose. Voilà. Et aussi la littérature, l'art, parce que j'ai fait de la musique, j'ai fait du rock punk, je travaille avec l'opéra, j'ai fait de la chanson à texte,
je fais des lectures musicales. Enfin, voilà, c'est vraiment moi. Moins ça me ressemble, plus ça m'intéresse. Moins je connais, plus ça m'attire. Et c'est vraiment une configuration mentale, psychologique. Voilà. J'aime la découverte, j'aime la surprise. Voilà. Je pense que dans le peu de temps que j'ai, ma chère, pour répondre à ta question, je ne peux pas t'en dire plus, mais c'est vraiment voilà, l'envie de découvrir, d'apprendre et d'être surpris. Plus c'est difficile, plus ça m'intéresse. Là encore, on vit à une époque où il faut que ce soit rapide et facile. C'est d'un triste. Moi, mes étudiants que j'enseigne à l'université, je leur dis, mais quand c'est difficile et long, vous avez peut-être une chance que ce soit intéressant. Quand c'est facile, quand c'est connu, c'est d'un triste. Enfin, voilà. Ok, muchas gracias. Valga ese aplauso. Y bueno, vamos a la música. Sí. Vamos a la música, vamos a invitar a importantes músicos. Tenemos a Ignacio González, también al señor Arriagada aquí, para la lectura. On va faire court. Hein. Hey guys, if we make it short, like 5-6 minutes, right? Yeah, because the time runs. Yeah. Right? Okay. Me voy a leer partes de la novela. Il faut que je prenne le début. En francés. La canicule s'était installée au début de l'automne dans l'hémisphère sud. Elle sévissait avec une alarmante intensité aux abords du canyon sous-marin de Nuguru, au large du port de Talcahuano sur la côte sud du Chili. Un inquiétant calme plat régnait sur l'immensité bleue qui prenait la forme d'une mer d'huile à perte de vue, au-dessus de laquelle planaient inlassablement des pélicans bruns en quête de nourriture et, çà et là, des goélands impassibles se posaient sur l'eau. Seuls de rares bancs de globicéphales noirs cassaient la monotonie ambiante lorsque, de leur nage fluide, ils fondaient la peau liquide de l'océan. Le soleil impitoyable écrasait aussi les cimes de la cordillère des Andes, embrasait les vallées, provoquait parfois des incendies sur les flancs des montagnes et enveloppait le sable des plages et les villes côtières d'un halo ardent qui brouillait la vue. Plus au nord, près de la frontière bolivienne, le désert d'Atacama prenait des allures étranges d'étendue lunaire. La faune y vivait un enfer où même les scorpions et les serpents, pourtant habitués à l'extrême aridité, s'épuisaient et, à bout de force, hésitaient à s'aventurer hors de leur refuge souterrain. Les températures exceptionnellement hautes atteignaient des records et la surface du Pacifique continuait à chauffer tandis que, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, les eaux sombres demeuraient glacées. L'énorme écart de température empêchait des échanges fluides entre les différentes couches de la colonne d'eau et figeait le vaste océan en une paralysie morbide. L'absence de dynamisme portait préjudice à l'accomplissement des cycles du vivant, à sa mobilité et à ses impulsions.
Depuis l'aube des temps, loin en dessous du ciel balayé par le souffle tiède de la brise, au crépuscule, là-bas sous le manteau bleu des flots, s'entendait le chœur insolite des peuples microscopiques. Le calme était trompeur en surface. Les profondeurs, elles, s'animaient d'incessantes turbulences. Chaque nuit se jouait dans les ténèbres la symphonie nocturne des étreintes compulsives et câlines menées par les habitants des mers et des océans. À croire qu'en plus d'avoir participé au balbutiement de la vie, ce seraient à des êtres sous-marins infiniment petits, que la Terre devrait le génie d'avoir imaginé et créé la nature de cet élan qui guidait les amoureux vers les sentiments les plus intenses, à l'origine des bienfaits les plus délicieux. Ce monde sauvage et méconnu des fonds marins obéissait à des lois difficilement accessibles aux habitants de la terre ferme. Les règles troubles de l'univers liquide qui guidaient l'existence des espèces aquatiques, spécialistes de la survie sur la planète depuis des temps immémoriaux, échappaient même en partie à l'expertise des scientifiques. Les logiques chaotiques des abysses indomptés surprenaient toujours les humains, même s'il ne s'était encore trouvé personne pour consacrer ou vanter le lien puissant qui pouvait naître et se développer entre deux organismes vivants en suspension dans les eaux. Ces unions célébrées quotidiennement et dans l'obscurité des océans depuis l'origine de la vie ressemblaient par de nombreux aspects à de l'amour. Comme si bien avant les humains, leurs chanteurs, leurs philosophes et leurs poètes, les animaux et les plantes primordiales avaient inventé au cœur des océans la magie d'être deux. Là où des individus d'une espèce prétendument supérieure comme Homo sapiens pouvaient déployer une incroyable agressivité jusqu'au meurtre envers leurs congénères, au motif d'informations visuelles aussi insignifiantes que la couleur de leur peau, Heliosphera avait pour ambition de transcender les frontières qui séparaient les règnes animal et végétal. Lorsqu'un épais voile bleu nuit recouvrait complètement l'enchevêtrement de faune sauvage et de flore foisonnante de la jungle sous-marine du Pacifique, Heliosphera et Xanthelle étaient arrivés au terme de leur étreinte. Les amantes unicellulaires mélangées sous une même enveloppe organique s'employaient désormais à goûter aux délices de leur union, sans autre but que celui d'œuvrer à la solidifier. Portés par cette dynamique bénéfique à tous, Heliosphera et Xanthelle contribuaient à perpétuer les sources de l'énergie à l'origine de la transformation des formes de vie vers des entités nouvelles, toujours plus complexes et mieux adaptées. Mesdames et messieurs, la coopération pacifique. Merci beaucoup. Uy, eso resultó maravilloso. Muy, muy bonito.
Genial. Ha Merci. sido un gusto para mí estar contigo Para mí acá. también. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, también por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a continuar aquí. Yo me despido agradeciendo mucho su presencia.